Michel Frachebou et Agnès Racoxy ont récolté des témoignages de parents, et puis je tiens à les remercier. Je ne pense pas qu'ils soient dans la salle, mais néanmoins, toute l'équipe les remercie chaleureusement d'avoir répondu à nos questions. Je remercie aussi Pro Infirmis qui nous a aidés à trouver les parents qui ont été d'accord de répondre à nos questions. Et puis le réseau APEJ sur la côte qui nous a mis en contact avec une famille dont l'enfant est accueilli dans une structure préscolaire. Vous dire aussi que les témoignages de parents que vous allez entendre, ça ne reflète pas toute la diversité. Comme tu viens de le dire, Alexandre, tous les parents ne sont pas les mêmes. Mais peut-être vous dire aussi que les parents qui ont été d'accord de répondre à nos questions, de livrer leurs témoignages, étaient tous des parents qui sont engagés dans un processus lié à l'inclusion de leurs enfants dans une structure préscolaire ou parascolaire. Aucun des témoignages ne vient de parents, d'enfants qui auraient reçu un diagnostic pendant leur temps de fréquentation à la crèche. Donc en fait, ça reflète la réalité de certains parents et peut-être moins les parents qui sont plus isolés et peut-être qui ont moins de ressources pour s'engager dans un processus inclusif pour leur enfant. Pour la lecture de ces témoignages, mes collègues ont fait des choix de manière à vous livrer des éléments qu'on a jugés significatifs pour illustrer les conférences. Je trouve que c'est utile un réseau, car il donne beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. On arrive toujours à trouver des astuces pour tout ce qu'il faut développer autour, en fait. C'est indispensable tout ce qu'ils font, c'est beaucoup de travail. Pour moi et aussi pour eux, je pense. Le compliqué, c'est d'accepter tout ce qui se passe dans le développement de l'enfant. Des fois, j'ai un peu de la peine à vraiment comprendre qu'est-ce que moi, je dois faire en tant que parent. C'est difficile, par exemple, lorsqu'on parle d'un comportement que moi, j'ai jamais vu sur mon enfant. Et puis, dans le réseau, je découvre ça. D'accepter certaines difficultés qu'à la maison, on n'a jamais vues. Et puis, dans le réseau, on découvre ça. Ils essayent toujours de l'annoncer de façon légère, douce, mais on comprend que finalement, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. Ce que je trouve utile, c'est que tous les thérapeutes sont dans la même pièce, au même moment. Parce que de rapporter les choses à l'un ou à l'autre, on oublie parfois des gens, on peut oublier des informations importantes. Du coup, quand tout le monde est réuni dans la même pièce, tout le monde entend la même chose, tout le monde a le même son de cloche, en fait. Parfois, les mails d'information ne suivent pas tous les thérapeutes, et ça, je trouve dommage. Généralement, c'est seulement le parent et un ou deux intervenants qui reçoivent les informations. Ça oblige à répéter. Ça oblige à être tout le temps sûr que tout le monde ait les mêmes informations entre deux réseaux. Je pense qu'on pourrait améliorer ça et qu'on tienne tout le monde au courant. Je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai souvent eu l'impression que les réseaux ne servaient à pas grand-chose. On est nombreux, tout le monde est très poli, chacun raconte ce qui est positif sur l'enfant. La maîtresse va insister sur les progrès faits, l'ergothérapeute va dire « c'est génial, elle a progressé ». La logo, pareil. En fait, l'heure passe vite et au final, on ne parle jamais des problèmes. Il n'y a pas de proposition de comment améliorer les choses. Il n'y a pas assez de temps. Et comme les gens ne se connaissent pas, c'est normal que personne n'ose fondamentalement dire les choses difficiles. J'ai essayé de dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et on m'a dit, il faut organiser une autre réunion pour parler de ces choses-là, qui souvent ne se fait pas. Les gens sont toujours bienveillants, pleins de bonne volonté, mais au final, la coordination ne se passe pas. L'autre chose pour laquelle on s'est battu, c'est que ma fille n'avait jamais d'objectif. Il y a tous ces papiers sur Internet, comme quoi il y a des PIP, des PEP, enfin tous ces noms. Et finalement, c'est moi qui ai mis en place des objectifs et qui les ai donnés à la logo, à l'ergo, à l'UAPE, pour que tout le monde parle un peu la même langue. Mais ça ne se fait pas en réseau. Il n'y a pas assez de temps, on ne sait pas qui est responsable de ça, qui est censé le faire. Et vous vous retrouvez au milieu de tout ça, et c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas une ligne claire de qui doit faire quoi. S'il y a un message que j'aimerais passer aux professionnels, c'est de dire, dans les cas d'un projet d'intégration, on doit travailler ensemble. Il doit y avoir un projet global. Si vous leur demandez, tout le monde est bien d'accord avec ça. Mais dans les faits, quand il y a un problème avec une des instances, comme ça a été le cas avec ma fille,
Chacun se cache derrière sa direction et dit « Ah là, c'est des directions séparées, je ne peux pas intervenir ». Il faudrait, je ne sais pas, une certaine formalisation en amont, au niveau du canton, un papier qui dit il faut que, dans les cas d'intégration, les professionnels de l'UAPE et de l'école se parlent. On est absolument ravis que notre fille ait la possibilité de suivre l'école publique, qui plus est dans notre village. Le premier réseau que nous avons eu, c'était un réseau très riche en échanges, car il y avait plusieurs personnes qui avaient l'habitude de rencontrer notre fille et c'était très complémentaire. Tous les interlocuteurs étaient très motivés de l'accueillir, qu'elle se sente bienvenue. Quand on a un enfant en difficulté, on a toujours un peu peur de savoir où elle va. Est-ce qu'elle sera bien reçue? Aura-t-elle l'accueil nécessaire? Et d'avoir ce retour très enthousiaste et motivé pour l'accueil de notre fille dans leur structure, ça nous a beaucoup rassurés. On avait l'impression de ne pas leur envoyer un boulet. C'est la chance pour nous d'avoir cette école inclusive, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'était notre manière à nous de faire une place aux parents dans cette conférence. Et puis, on va continuer avec des témoignages de professionnels qui ont été récoltés dans une rubrique des savoirs des couloirs de la revue Petite Enfance. Ce sont des extraits. De nouveau, il y a des choix qui ont été faits pour vous livrer des témoignages qu'on a trouvés significatifs par rapport à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ces témoignages témoignent de la réalité des professionnels et de leur vécu dans les situations de réseau. Et puis, peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui ont témoigné, j'en sais rien, mais en tout cas, on remercie les professionnels qui ont répondu à ces savoirs des couloirs. Je pense à un réseau pour un enfant qui a un développement particulier. Il y avait l'ergothérapeute, la logopédiste, la pédiatre et moi. Le réseau s'est fait sans les parents, mais avec leur accord. L'objectif était de croiser les regards sur l'enfant et aussi de savoir ce que chacun faisait avec cet enfant. Les parents parlent peu français et du coup s'expriment peu sur comment se passe le suivi chez les uns ou les autres. Il n'y avait pas de décision à prendre. Si on avait eu des questions ou des problématiques, si on avait dû faire des démarches, ben là, on aurait demandé aux parents d'être présents. Je trouve intéressant que la logo et l'ergo puissent échanger ensemble, comment chacune travaillait, puis aussi, ça permet à chacune de donner des pistes à l'autre. L'ergo expliquait comment s'y prendre. Par exemple, ben là, peut-être qu'il a de la peine à se concentrer. Il faut peut-être lui laisser plus de temps pour jouer, mettre un peu de motricité dans les exercices de langage. Puis pour l'ergo, elle comprenait mieux ses difficultés de langage. Elle faisait le lien avec son hypotonie, et puis elle a pu voir aussi tous les progrès qu'il avait déjà fait au niveau du langage depuis qu'il a commencé la logopédie et le suivi qu'on avait déjà fait en la garderie. Et moi, ça m'a permis de mettre enfin des mots sur ces difficultés, comprendre d'où ça venait. Elle nous a donné des pistes, comment mieux l'accompagner, mais elle nous a dit, vous regardez ce qui vous est utile et n'ayez pas trop d'attente pour la motricité fine, c'est encore trop difficile pour lui. En discutant, on a vu qu'il avait une séance de logopédie, une séance d'ergothérapie, puis encore, il faisait du sport et du coup, tout le monde se rendait compte que ça lui faisait une semaine très chargée, qu'il fallait peut-être revoir les attentes. Ça lui fait des semaines où il n'a plus le temps de jouer, plus le temps d'être un enfant. Ces réseaux, si nous, les éduques, on participe, ça rassure souvent les parents. Les parents me disent « Ah, vous venez !» Et je sens que ça les sécurise. Parce que les parents, on les voit au quotidien, ce qui fait qu'on a un autre lien que les autres intervenants qui ne les voient qu'épisodiquement. Les parents disent « Ouf, vous venez !» Parce que de par notre métier, notre façon de travailler, on a une autre visibilité. On construit un lien au quotidien. C'était un grand réseau. On était 10 autour de la table. Et à ce parent, on lui déverse que du négatif. C'est un réseau que j'ai trouvé pas du tout adéquat. Pas du tout bien préparé. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Voilà, la maman pleure. Les mots dits en français très vite alors qu'on sait que cette maman ne parle pas bien le français. Être autant de professionnels, utiliser un jargon. Pour moi, ça, c'est un échec. Personnellement, je n'étais pas bien avec ça. On en reparle encore en ce moment avec ce parent. Je me dis que ceux qui auraient préparé auraient dû faire autrement. Je reprends du coup avec ce parent et je prépare le réseau suivant avec elle. On va faire venir un interprète qui parle sa langue. J'en reparle, mais c'est pas évident parce que tu dois pas trop prendre parti. Mais tu peux dire quand même aux parents, oui là, c'est pas adéquat.
Je leur donne toujours un rapport à l'avance pour savoir de quoi on va parler. Tout ça, ça demande de l'énergie, ça prend du temps. Mais il faut que le parent sache de quoi on va parler, même s'il y a des choses qui sont un peu difficiles à dire. Là où je trouve parfois regrettable, et je me remets aussi en question, c'est par rapport à l'écoute des parents. Finalement, c'est son enfant dont on parle, et parfois on ne l'écoute pas assez. C'est beaucoup les professionnels qui présentent leur bilan, et puis des fois on laisse un tout petit bout proportionnellement aux parents. Il faut lui laisser de la place aussi. Et ça, dans les petits réseaux, on y arrive. Quand c'est dans les grands réseaux, déjà on est beaucoup, puis après il reste très peu de temps et on demande aux parents. Voilà, vous avez quelque chose à dire? Mais c'est trop tard, le parent. Il est dans un état émotionnel, il ne peut plus rien dire. Et aussi, c'est impressionnant devant tous ces gens. C'est pourquoi je me mets toujours à côté du parent. Souvent, franchement, on est bien intégré. On a le même temps de parole. Mais il y a eu des fois, c'est vrai, où il y avait peu de temps de parole. À un réseau, il fallait que je lève la main, que je prenne la parole, que je prenne la place pour qu'il y ait mon avis. Et là, je me dis que ça doit être encore plus difficile pour le parent. Des fois, on est oublié, et c'est pas facile d'accepter ça. Et aussi, des fois, on demande pour participer à un réseau, et on nous répond, si vous jugez utile de venir et nécessaire, bah, vous pouvez venir. Mais c'est pas très encourageant. Ça veut dire quoi? Vous êtes bienvenus, mais je n'y vais pas parce que ça me fait plaisir. Ce n'est pas une activité annexe.